Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci de nous avoir rejoints nombreux pour ce Café des Sciences du mois de juin, voilà, qui sera le dernier de cette session. Donc le prochain, ce sera début septembre, le 3 exactement, où notre collègue Étienne Rivaud nous présentera des problématiques marines également. Mais aujourd'hui, c'est notre collègue Jean-Eudes Beuret et Anne Cadoré qui nous ont rejoints pour nous parler des aires marines protégées, les enjeux qui sont liés à ces dimensions. Et donc, je rappelle les règles de l'exercice très rapidement. Donc, Jean, dans une quinzaine, vingtaine de minutes, va nous présenter son exposé. Et donc, vous poserez vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. N'ayez pas de honte, même les plus anodines, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et à ce moment-là, notre collègue Étienne Rivaud va les regarder les unes après les autres, va les hiérarchiser et les posera à Jean-Eudes selon l'ordre qui lui semblera le plus pertinent. Voilà, donc maintenant la parole est à Jean-Eudes pour une quinzaine, vingtaine de minutes. Et Ouais, merci Jean-Eudes encore de ta présence. très bien, merci. Anne Cadora n'est pas là, mais voilà, c'est ma co-autrice, donc je l'ai mis aussi. Je vais vous présenter donc ce livre et puis la recherche qui est à la base de ce livre. Moi, je suis en économie à l'école. L'économie, juste, c'est pas que des prix, des marchés, des offres, des demandes, hein. C'est globalement, on définit ça comme la science des coordinations entre les agents, entre les personnes, les individus, les groupes. Et moi, je m'intéresse plutôt à des coordinations hors marché, notamment par la concertation. Et c'est peut-être d'ailleurs ça qui m'a amené à m'intéresser aux aires marines protégées. C'est que les aires marines protégées, il y a un enjeu global qui est la conservation de la biodiversité. Donc ça, c'est voilà, c'est pour la planète entière, c'est un enjeu planétaire. Et il y a des enjeux. On fait des aires marines protégées dans un territoire qui est occupé par des gens, qui est vécu par des gens. Et ces gens-là, ils ont des intérêts, des aspirations. Et il faut se mettre d'accord à un moment. Il faut arriver à trouver des compromis entre enjeux globaux et environnementaux, et puis des enjeux locaux divers et variés. Moi, je travaille là-dessus en tant qu'économiste pour essayer de voir comment on arrive à se mettre d'accord. Alors, à la fois sur les processus de construction d'un accord et puis sur de quoi est constitué cet accord. Alors, je vais resituer. Alors, j'arrive pas à passer les diapos. Si, voilà. Voilà, je vais resituer ce que c'est qu'une aire marine protégée. Parce que je pense que tout le monde, voilà, je pense qu'on a tous été un jour dans une aire marine protégée, ne serait-ce qu'en vacances. Mais, euh, mais qu'est-ce que c'est? Et souvent, on ne sait pas qu'on est dans une aire marine protégée. Donc ça, c'est l'aire marine protégée de Mooréa. Je vous emmène un petit peu loin. Mais une aire marine protégée, donc c'est un périmètre en mer. Alors, qui est pas, voilà, il n'y a pas de délimitation visible, mais il y a bien une frontière. Vous avez une autorité de gestion, donc un gestionnaire de l'aire marine protégée. Là, en l'occurrence, c'est la commune de Mooréa. Vous avez des règles, souvent, et un zonage. Donc là, par exemple, à Mooréa, vous avez 8 zones, dont des zones de non-pêche, des zones de pêche réglementées. Voilà, donc vous avez tout un tas de règles qui définissent ce qu'on y fait. Alors, une aire marine protégée, en fait, on a dans une aire marine protégée, l'objectif, c'est la conservation de la biodiversité. Ça, c'est clair, c'est posé clairement, hein. L'enjeu, alors le principe, c'est que on va essayer, par exemple, à Montréal, on a des zones de non-pêche. Donc, dans ces zones de non-pêche, on a une biodiversité en général assez riche. On essaie de favoriser une reproduction des poissons. D'autres que moi l'expliqueraient mieux, mais on aura des poissons qui vont devenir plus gros, plus diversifiés. Et puis ces poissons, ils vont sortir des zones de non-pêche. Et de cette façon-là, on va essayer de reconstituer une certaine biodiversité. Alors pour arriver à ça, eh ben, on a un ensemble d'outils assez divers. C'est pour ça que je vous montre ça. On fait des suivis scientifiques, donc connaître la biodiversité, par exemple des coraux ici. On fait de la sensibilisation et éducation à l'environnement, c'est la photo du milieu en haut. On fait
on va construire des règles, alors, qui sont parfois, ce que je vous montrais, des zones de non-pêche, par exemple, des règles légales, mais qui sont parfois des règles négociées. Donc là, par exemple, il y a une charte d'approche par les opérateurs touristiques des raies, par exemple, enfin de la biodiversité marine, de distance, etc., pour éviter trop de dérangements. Donc ça, c'est une règle qui est négociée. On va avoir des plans d'aménagement, par exemple, sur toute l'artificialisation juste du bord de la côte, pour éviter que ce soit trop artificialisé. La photo du bas, là, ça vous montre simplement que, bon, là, on a un beau paysage avec un accès à la mer, mais il y a évidemment beaucoup d'éléments potentiellement polluants qui vont venir de la Terre pour arriver en mer. Donc, on va essayer de gérer ces pollutions d'origine terrestre. Ce qui fait que, même si on parle d'aires marines protégées, bah, souvent les aires marines ont une partie terrestre, hein. Et puis, donc, zone de non-pêche. Et puis, la photo de droite, là, c'est un accord qui a été trouvé avec les kitesurfers pour définir des zones. Voilà, un accord qui a été construit par un processus de concertation, négociation, parfois un peu conflictuel, pour définir des zones de pratique et qui est concilier bah, la protection de la biodiversité avec ces pratiques. Alors, le problème des aires marines protégées, c'est que bah, ça, c'est une carte qui a été faite par Sala en 2021 qui montre les zones à enjeux prioritaires. Alors, je ne vais pas trop détailler, mais pour la conservation de la biodiversité, les questions de changement climatique, etc. Ce que vous voyez sur cette carte, alors plus c'est rouge, plus c'est une zone à enjeu. Bon, ce qu'on constate assez facilement, c'est que les zones les plus à enjeu, c'est plutôt des zones côtières. Donc, c'est des zones où il y a des activités, il y a de la pêche, il y a du tourisme souvent, voilà, il y a tout un tas d'activités. Alors, où est le problème? Bah, le problème, c'est que les grosses taches bleues que vous voyez, c'est plutôt les aires marines protégées de grande taille. Alors, l'essentiel de la surface en aire marine protégée, bah, c'est ces aires marines protégées de grande taille qui sont au large, mais qui ne sont pas là où il y a le plus d'enjeux. Alors, pourquoi on les fait au large? Bah, parce qu'il y a des besoins au large aussi, mais aussi parce que c'est beaucoup plus facile de les faire là où il n'y a pas grand monde. Et notre problème, c'est d'arriver à les faire là où il y a des usages, des gens qui veulent garder un mode de vie et qui vivent de ces ressources marines. Alors, et ça, c'est compliqué. Alors, globalement, on a un certain consensus aujourd'hui pour dire que les aires marines protégées, ça ne marche pas très bien, ou ça ne marche pas comme ça devrait marcher, en tout cas. Et au-delà de ce consensus, on a une vraie mise en cause des aires marines protégées, avec par exemple ce documentaire qui a été produit par Bloom. Voilà, on parle d'imposture française. Les mots sont lourds. On a des articles voilà, de presse qui sont parus, qu'on avait recensés à un moment, mais pour dire, voilà, en fait, les aires marines ne sont pas assez protégées. Et là-dessus, alors sans aller jusque-là, on a quand même un constat que ça devrait probablement être plus efficace. Par contre, quand on s'intéresse aux causes de ces problèmes d'efficacité, et c'est ça qui nous a intéressé aussi, nous, en tant que chercheurs, là, on a quand même une vraie controverse scientifique entre trois postures. Alors, il y en a une qui est quand même relativement partagée, qui est de dire, excusez-moi, c'est en anglais, mais qui est de dire globalement, il n'y a pas assez de moyens, et voilà, plus on a de moyens, plus c'est efficace, globalement. Mais après, on a deux positions qui sont assez opposées. L'une qui est de dire, bah finalement, plus les... Alors, c'est basé sur des études de corrélation entre, bon, sur lesquelles je vais pas revenir, mais c'est quand même des travaux sérieux, qui est de dire, bah, en fait, plus c'est réglementé, plus on a de réglementation légale, plus on a d'interdictions, plus c'est efficace. Bon, c'est un résultat qui est assez intuitif, hein, mais qui est avancé. Et à l'inverse, on a d'autres gens qui disent, mais non, la réglementation ne résout pas grand-chose. Le fait d'interdire ne résout pas grand-chose. Ce qui rend les choses plus efficaces, c'est la participation des populations concernées.
Donc, avec notamment cet article qui s'appelle Participation Not Penalties, donc de la participation plutôt que des sanctions. Et là, c'est une position un peu inverse parce que ça veut dire, bah, au lieu d'essayer de vouloir tout interdire, faisons réellement de la participation, faisons participer les gens qui sont concernés. Alors, nous, on est parti un peu de ce point de départ et on a développé une recherche dans laquelle on s'est dit, bah, on va essayer d'aller voir un peu comment ce problème-là se pose dans un certain nombre d'aires protégées. Et on a une analyse comparative internationale sur la base de cas volontairement très diversifiés. Donc voilà, sur 5 continents, vous voyez, il y en a en Asie, en Afrique, dans l'arc polynésien, en Amérique latine et en Europe. Et nos hypothèses, alors on avait des hypothèses qui étaient tirées d'études de cas précédentes, qui étaient de dire globalement les aires marines protégées, c'est un sujet très conflictuel, et donc il faut s'intéresser à ces conflits. Bon, Anne Cadoret, spécialiste de la géographie des conflits, donc c'était aussi un focus choisi pour ça. Mais deuxième hypothèse, ce qui pose problème par rapport à l'efficacité de ces aires marines protégées, c'est notamment des problèmes d'acceptation et d'appropriation. Et troisième hypothèse, ces problèmes d'acceptation et d'appropriation, ils viennent notamment du fait que bah, malgré la diversité là que vous voyez des contextes culturels, politiques, etc., ben, on trouve un peu un même modèle générique de conservation par les aires marines protégées. C'est-à-dire qu'on fait un peu de la même façon partout. Alors, pour étudier ces aires marines protégées, ce qu'on a fait, c'est qu'on a différentes sources de données. Des données qui viennent d'entretiens qui sont faits sur le terrain. Donc là, voilà, à gauche, c'est au Liban, à droite, c'est en Corée du Sud, qui viennent d'analyses documentaires. Donc, on a sur chacune de ces aires marines, on a collecté pas mal de documentation scientifique, controverses journalistiques aussi. De l'observation in situ, parce qu'en fait, là où il y a des conflits, on observe beaucoup de traces de conflits, des graffitis, bon, plein de choses. Et puis, on a participé à des temps de concertation, de négociation, parfois assez tendus, quand on le pouvait. Donc, en haut, c'est au Brésil, ensuite en Colombie. La troisième photo, c'est à Rapa Nui, à l'île de Pâques. Et la dernière, c'est en Polynésie française. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort? Ben, il en ressort un certain nombre de choses que l'on attendait ou que l'on n'attendait pas, hein. Le livre est partagé en 3 parties. Le premier, c'est dire bah, finalement, les aires marines protégées, elles ne sont pas ce qu'elles disent être souvent. Donc, il y a un décalage et c'est pour ça qu'on a parlé de vaines promesses et vrais enjeux. C'est que quelque part, on annonce des choses qui sont bon, qui sont pas ce que font les aires marines protégées. Alors, c'est pas forcément extrêmement nouveau, hein. Je pense que beaucoup de gens le savent, mais en tout cas, c'était important de montrer un décalage entre les discours politiques et la réalité de ce que sont les aires marines protégées. Ensuite, on a une deuxième partie sur les conflits et une troisième partie sur la question du modèle générique. Alors, la première partie, qui est peut-être la plus simple, hein, c'est de dire, donc on a essayé de faire ressortir 4 illusions. Je vais juste en parcourir 3. La première, c'est une illusion statutaire, c'est-à-dire qu'on nous dit dans les discours politiques, un classement vaut protection. C'est-à-dire, on nous dit, voilà, on peut entendre notre président ou d'autres dire 30% de l'espace français est aujourd'hui en aire marine protégée, donc est protégé. Bon, dans la réalité, non. Et nous, ce qu'on avance à partir de nos travaux, c'est de dire que, en fait, le classement en aire marine protégée, c'est le début d'un processus, mais c'est absolument pas un aboutissement. C'est-à-dire qu'on a un classement. Alors ça, c'est un exemple au Chili. Voilà, on a classé en aire marine protégée. On a lancé un processus de construction de ce qu'on va faire dans cette aire marine. Et puis, en fait, ce processus, il y avait un financement qui a duré 5 ans. Et au bout de 5 ans, bah, on n'était toujours pas d'accord. Et après, il n'y avait plus de financement. Donc aujourd'hui, on a une aire marine qui est classée, mais dans laquelle il ne se passe rien et il n'y a aucune protection. Donc le classement, attention, le statut d'aire marine protégée, c'est un point de départ. Et ce à quoi il faut s'intéresser, c'est au cheminement
de ce qu'il y a après et non pas aux surfaces classées. Alors, ça, c'est par exemple Porquerolles. Porquerolles, c'est un parc national français qui a été classé en 1963, donc c'est plutôt jeune. Bah, c'est en constante évolution, hein. Porquerolles n'est jamais, voilà, on continue à étudier des conflits il y a une zone de non-pêche qui a été créée il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, on est constamment dans un processus. Voilà, c'est un cheminement. Deuxième illusion, c'est l'illusion surfacique. C'est-à-dire qu'on nous dit que plus on aura de surface, mieux ce sera. Et quand on comptabilise les surfaces dites protégées, on comptabilise l'ensemble des aires marines, des surfaces classées en aires marines protégées. Alors, nous, ce que l'on observe, c'est qu'en fait, dans une aire marine protégée, donc ça, c'est en Corée du Sud, ben, en fait, on propose de distinguer deux échelles. Une échelle qu'on va appeler protection active, c'est là où on a des actions de conservation. Et par exemple, dans cette terre marine protégée en Corée, ben, les actions, elles portent principalement sur le trait de côte, c'est-à-dire une mince bande côtière. Mais en fait, le parc n'a aucune prérogative en mer par rapport à la pêche. Donc voilà, on agit en fait dans des petites parcelles et il faudra compter des surfaces sous protection active qui sont une fraction de l'espace classé. Par contre, on a aussi ce qu'on va appeler des zones de protection, un périmètre sous protection passive. Qu'est-ce que c'est qu'un périmètre sous protection passive? Alors là, par exemple, si on va en Inde, voilà, dans le golfe de Mannar. Bon, quelques images simplement des pratiques de pêche, mais eh ben, cet espace-là, c'est une réserve de biosphère. Cette réserve de biosphère, globalement, elle a fonctionné. Elle ne fonctionne plus du tout, faute de financement. Mais il y a quand même un certain degré de protection. Pourquoi? Parce que au moment où on doit faire un projet potentiellement destructeur de l'environnement, en tout cas les opposants à ces projets, vont utiliser le fait que ce soit classé pour s'opposer à ce projet. Et là, il y a un projet de creusement d'un canal qu'on appelle le Ramsey-Tout, qui passerait par là et qui aurait un effet potentiellement très destructeur. Et l'un des arguments pour s'y opposer, c'est l'existence d'un statut d'aire marine protégée. Donc c'est voilà, une autre forme de protection passive, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas d'action, mais on a quand même un certain niveau de protection quelque part. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est de distinguer des surfaces sous protection active et des surfaces sous protection passive. L'illusion normative, troisième illusion, c'est de penser qu'une aire marine protégée, bah, ça fonctionne parce qu'on réglemente. Alors, ça fonctionne parce qu'on réglemente? En fait, non, parce qu'on s'aperçoit quand on regarde vraiment ce qui se passe que la réglementation, c'est avant tout un support de dialogue. Je vous donne un chiffre que, voilà, que je ne devrais pas forcément citer parce qu'il ne fait pas plaisir à tout le monde, mais dans le parc national de Porquerolles, 97% des infractions ne donnent pas lieu à verbalisation. C'est-à-dire qu'on constate une infraction, mais bah, on va sensibiliser, informer et puis normalement essayer de faire changer les comportements. Deuxième chose, on s'aperçoit que très souvent, la réglementation, en fait, c'est avant tout un support de négociation, c'est-à-dire, là, c'est un cas en Grèce. Au fond, là, vous avez une no-go zone, c'est-à-dire une zone où il est interdit d'entrer. Et en fait, on s'aperçoit, par exemple, que cette aire marine protégée, elle fait respecter cette réglementation parce que cette réglementation, elle est essentielle. On est sur un site de nidification de tortues. Par contre, en échange, quelque part, eh bien, on va accepter que certaines réglementations ne soient pas respectées. Sur les photos en haut à droite, là, le mouillage des bateaux devrait être interdit. On est dans une zone extrêmement touristique. Eh bien, quelque part, il y a une transaction. On accepte que certaines règles ne soient pas respectées pour être sûr que les règles les plus importantes le soient. Dernière chose, sur cette illusion réglementaire, en fait, on s'aperçoit très clairement que la réglementation, elle est respectée quand elle est co-construite. Ça, c'est un exemple d'un groupe qu'on appelle le groupe ad hoc dans le parc marin de Porquerolles, qui a permis de mettre en place une zone de non-pêche qu'ils appellent zone ressource, mais qui est une construction collective à laquelle ont été associés la pêche professionnelle, la pêche de loisirs
et les plongeurs, enfin l'ensemble des usagers de la zone, et c'est ça qui fait qu'elle est respectée. Bon, je vais passer rapidement. Bon, pareil, en Inde, là, dans le cas indien, on a une négociation entre pêche industrielle et pêche artisanale. C'est un accord qui a été trouvé, qui a été construit à l'amiable, qui n'est pas inscrit dans la loi, mais qui est respecté parce que tout le monde l'a construit. Alors, donc ça, c'est très important d'essayer de bien cadrer ce que c'est qu'une aire marine. Alors, la deuxième partie, elle porte sur les conflits. Et les conflits, alors, je vais devoir, je pense, terminer, donc je vais passer rapidement, mais les conflits, on s'aperçoit qu'il y en a énormément. Et là aussi, on essaie de revenir sur un peu deux idées reçues. L'une qui est que les conflits, c'est pas bien. Bon, les conflits, c'est problématique, mais c'est de ces conflits que naît souvent une réelle appropriation de ces aires marines. Et ces conflits, en fait, ils révèlent beaucoup de choses. Alors, le premier constat, c'est que des conflits, il y en a tout au long de la vie d'une aire marine protégée et que, il faut absolument se doter de moyens pour les gérer, ce qui n'est pas toujours le cas. Deuxième constat, ils opposent très souvent non pas des acteurs entre eux, mais des institutions. Et ça, on le développe pas mal dans le livre parce que c'est quelque chose qui est très important. On trouve ça de la même façon en France, hein, mais on a des administrations qui ont des objectifs différents et qui, même si elles sont au sein du même État, vont s'opposer les unes aux autres. Ça, c'est le cas d'une aire marine au Brésil qui est l'objet d'un contentieux entre deux administrations depuis 40 ans et depuis 40 ans, on n'a pas de plan de gestion parce qu'on s'oppose radicalement. Ça, c'est une aire marine au Cambodge dans laquelle le ministère des Pêches a créé une zone de gestion des pêches patiemment avec les pêcheurs. Et puis là-dessus arrive le ministère de l'Environnement qui dit, bah, nous, on va créer un parc marin parce que, en même temps, l'archipel qui est au milieu, là, va être aménagé pour le tourisme. Et puis, un parc marin, ça va permettre de rendre la zone attractive. Et finalement, on a une initiative qui va complètement en mettre en échec une autre. Alors, globalement, ce qu'on dit dans cette partie sur les conflits, c'est surtout que les conflits, ils opposent pas le plus souvent, ils opposent pas des gens qui sont contre la conservation à des gens qui sont pour la conservation. Ils opposent des différentes façons de penser la conservation de l'environnement. Ils opposent très souvent les conflits les plus compliqués à gérer sont les conflits interadministratifs. Et puis la dernière chose, on observe des cas où le fait d'avoir des conflits permet en fait de se projeter dans des innovations et de construire quelque chose qui va être très intéressant. C'est ce qu'on a observé par exemple à Rapa Nui, donc l'île de Pâques, c'est l'image que vous avez là, où on a eu un conflit très très dur autour d'une aire marine protégée, imposée, qui a été complètement rejetée, mais de là est né tout un processus de construction d'une aire marine qui est appropriée par la communauté locale. Et la dernière partie, bah, je ne vais pas pouvoir l'aborder, mais c'est de dire finalement, en arrière-plan de ces conflits, et ce que se révèlent ces conflits, c'est surtout qu'on a une énorme diversité d'aires marines protégées dans le monde, mais que malgré les différences culturelles, ben, globalement, on a toujours un peu le même modèle qui est proposé à tous et partout. Et ça crée un grand nombre d'incompréhensions et d'oppositions frontales notamment avec alors, les peuples autochtones qui ont une autre vision du monde et des communautés locales. Et pourtant, on nous dit aujourd'hui, rapport de l'IPBES, qui est un peu le GIEC de la biodiversité, il faut absolument faire avec les communautés locales et les peuples autochtones, mais pour faire avec eux, bah, il faudra réinventer un petit peu ce modèle. Voilà, je propose de m'arrêter là. Euh, j'ai Très dépassé un bien. petit peu les 20 minutes. Non, non, mais c'est parfait. Merci, merci beaucoup, Jean-Eudes. Bah, du coup, on peut démarrer tout de suite. Il y a eu deux questions posées dans le chat et je pense que ça va lancer les discussions. Alors, peut-être, bah, je vais les prendre dans l'ordre, hein, dans la façon dont elles ont été posées là. Donc, une première question de Dominique. Donc, Dominique, tu veux que je répète ma question ou tu veux prendre la parole vu que tu es connecté? Bon, ben, je vais, je vais répéter la question de Dominique. Dominique posait la question, est-il possible d'expliciter les raisons pour lesquelles c'est Porquerolles, l'AMP de Porquerolles, qui a été choisi pour la France?
Ouais. Alors, très bonne question. Donc, effectivement, il y avait d'autres choix possibles. Ouais, ouais, bah oui, évidemment, ouais. Alors nous, en fait, on a ce projet-là, il vient à la suite d'autres projets. C'est-à-dire que juste avant, on avait eu un projet de recherche sur l'ensemble des zones Natura 2000 en mer de France métropolitaine. Et il y en a une d'ailleurs à Port-Cros. Euh, et euh, donc là, on avait une vision globale, hein. C'est-à-dire, on avait fait une analyse de données sur toutes ces zones Natura 2000 en mer. Il y en avait 167. Et puis après, on avait étudié un échantillon représentatif avec un échantillonnage de 20 zones Natura 2000. Donc ça, voilà, c'est un choix. Là, on a fait le choix d'avoir absolument rien de représentatif. Donc, le choix qui a été fait, et c'est quand même un choix important, c'est alors, bon, Porcro, on connaissait déjà, mais ailleurs, de faire des choix quasiment aléatoires. C'est-à-dire, j'aurais pu détailler ça, mais il nous fallait des AMP comparables. Donc, on a choisi des critères pour qu'elles soient comparables. Voilà, elles avaient toute une partie terrestre et une partie maritime. Elles étaient toutes côtières. Elles étaient toutes au-dessus de 50 km², etc. Bon, il y avait quatre critères comme ça. Mais après, on a essayé de choisir du non représentatif. Voilà, que ce soit pas représentatif, mais de maximiser la diversité. Alors, maximiser la diversité, c'est pas seulement pour aller se balader dans des coins sympathiques, hein. Bon, c'est aussi le cas, mais c'est maximiser la diversité, c'est parce que on considère dans une analyse comparative que plus le contexte est divers, plus ça permettra d'identifier clairement des phénomènes identiques. C'est-à-dire, quand on observe la même chose, le même type de mécanisme conflictuel entre l'île de Pâques et Port-Cros, par exemple, et on observe des choses similaires, bah, on les voit beaucoup plus facilement de par le fait que les contextes sont totalement différents et on arrive à identifier et décortiquer de cette façon-là des mécanismes similaires, quoi. C'est ça le choix de l'échantillon. D'ailleurs, le deuxième principe de choix, hein, c'était que, on n'ait pas été invité dans ces aires marines protégées. Donc, on a parlé dans le livre d'autobiographie, de biographie non autorisée, c'est-à-dire que moi, j'avais eu une expérience d'analyse comparative menée avec l'UNESCO où voilà, il y avait une introduction par l'UNESCO qui m'avait pas emmené n'importe où. Et voilà, donc c'était un peu, j'avais trouvé ça assez biaisé. Là, on a pris des cas sans les connaître et sans introduction préalable par qui que ce soit, ce qui rend les choses plus compliquées, évidemment. Et peut-être juste une question pour compléter, Jean-Eudes. Est-ce que dans vos critères de choix, la question du degré de maturité de la MP, donc Ouais, sous-entendu la date à laquelle elle a été mise en œuvre, a été ouais, important parce que absolument. j'imagine qu'une Ouais. MP toute récente, c'est pas complètement la même chose qu'une MP très mature qui existe depuis 20 ans. Ouais, 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 carrément. Et puis en fait, l'enjeu, alors dans le traitement de chaque cas, on avait une même grille d'analyse, hein. Et l'enjeu, c'était de pouvoir reconstituer une chronologie avec des événements précis. Et pour ça, l'un des critères de choix, c'est d'avoir au moins 5 ans d'antériorité. Alors quand on parle de 5 ans d'antériorité, ça ne veut pas dire que l'AMP ait été créé depuis 5 ans. Mais on a souvent des processus qui sont très longs en amont de l'obtention d'un statut. Donc, par exemple, sur l'île de Pâques, il y a eu cette fameuse AMP Motu Motiru Iva qui a été complètement rejetée par la communauté Rapa Nui il y a plus de 10 ans. Et là, c'est le point de départ d'un processus qui a conduit en juillet 2018 à l'adoption d'un nouveau statut d'aire marine côtière protégée multi-usage. Et donc, bon, quand on l'a étudiée, elle venait d'être créée, mais le processus datait déjà de 8-10 ans. Donc, et ça nous permettait de reconstituer voilà comment vraiment une trajectoire d'acceptation, rejet, appropriation. C'est un peu comme ça que l'on travaille, c'est-à-dire reconstituer des trajectoires et se dire ben, au sein de ces trajectoires, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas.
Hmm. Donc, bon, Ok. si je voulais détailler, notamment on utilise une théorie en sociologie de la traduction qui dit que on essaie de suivre la constitution d'un réseau. En fait, on appelle ça sociologie de l'innovation, mais une aire marine protégée, c'est une innovation dans un paysage institutionnel où souvent il y a déjà beaucoup de choses. Donc, il faut qu'elle trouve sa place. C'est quelque chose de nouveau qu'on imagine, qu'on construit. Et ce que nous disent les sociologues de l'innovation, c'est que c'est le réseau, la constitution d'un réseau qui va permettre à une innovation de s'imposer. Et donc, nous, on observe la façon dont ce réseau se construit à partir de personnes qui portent une idée et puis qui vont aller trouver d'autres alliés, etc. Puis ça va finir par s'imposer. C'est un peu ça qu'on essaie de retracer. Ok, merci. Alors, il y avait une deuxième question dans le chat qui nous vient d'Océane Petit, qui demande est-ce qu'il y a des différences en termes d'acceptation en fonction du contexte et notamment en termes de est-ce que les AMP sont plutôt dans des pays, on va dire, indépendants versus Mm. des territoires administrés, on pense par exemple aux territoires d'outre-mer. Donc, est-ce que la Ouais, dynamique d'acceptation est différente en fonction de ces contextes? ouais, je crois qu'il y a, il y a- il y a il y a vraiment beaucoup de différences. D'ailleurs, c'est un sujet polémique quelque part, hein, mais les différences d'acceptation, euh, je pense que partout, il y a des problèmes d'acceptation. Je pense qu'il y a un problème de fond et un problème de capacité d'opposition des groupes concernés. Sur le problème de fond, c'est sûr qu'entre la pensée, la façon dont on a pensé les AMP et nos sociétés France métropolitaine, par exemple, l'écart est relativement minime. C'est-à-dire, nous, ce qu'on dit, c'est que voilà, on a un modèle de pensée des AMP qui est basé sur, par exemple, une décision, un modèle de prise de décision, un modèle d'action, un modèle plutôt marchand, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'environnementalisme libéral. Tout ça, c'est des choses que nous, on connaît. Quand vous prenez quasiment le même modèle et que vous allez dans des sociétés qui ont des fonctionnements différents, évidemment, l'écart est beaucoup plus grand. Donc, pour donner un exemple que certains connaissent peut-être, mais l'exemple de la Polynésie française. L'exemple de la Polynésie française, on fait à Mooréa une aire marine protégée avec des zones de non-pêche qui sont côtières. Vraiment comme on aurait fait ça en France métropolitaine. Alors que la culture polynésienne, c'est que celui qui vit sur le trait de côte, le bord de mer, eh ben, a un droit de propriété, d'appropriation qui va de la crête de la montagne au bout du lagon. Donc il a un droit sur la mer. Donc par exemple, quand vous mettez une zone de non-pêche devant l'un des principaux villages polynésiens de l'île, hein, bah, les gens, ils se retrouvent là où ils avaient une appropriation de leur espace, où c'était chez eux, en fait, à ne plus pouvoir pêcher. Donc, il y a une dame qui nous dit, mais moi, je ne vais pas prendre mon vélo pour faire 3 kilomètres et aller pêcher plus loin, parce que plus loin, c'est pas chez moi. Et qui nous dit, bah, moi, j'ai été élevé là, en contact avec ce milieu marin, dans cet espace-là, et moi, ce que je veux, c'est pouvoir élever mes enfants dans cet espace-là. Et là, en fait, on me dépossède. Donc, il y a voilà, c'est un exemple juste dans tout l'arc polynésien. Il y a des choses comme ça qui sont dans la culture polynésienne. C'est inconcevable de faire de la non-pêche permanente. On fait de la non-pêche temporaire. Habituellement, on met en zone de non-pêche des zones pauvres, dégradées, pour les reconstituer, et certainement pas des zones riches, comme on le fait dans le modèle que l'on propose. Dans tout l'arc polynésien, il y a une appropriation des zones maritimes proches de la côte, hein. Par exemple, en Nouvelle-Calédonie, voilà, vous avez des droits sur le lagon, des droits de pêche pour les communautés kanaks qui sont encore voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que le décalage, il est énorme. Alors, deuxième
motif de décalage, de différence, hein, c'est que bah, de fait, on a des gens qui arrivent à se défendre, à s'opposer, et des gens qui n'y arrivent pas. Et ça, c'est quand même beaucoup plus grave, quelque part. C'est-à-dire que nous, on peut se dire qu'en France métropolitaine, on a beaucoup de gens qui s'opposent dès qu'on veut réglementer, interdire, etc. Ailleurs, dans certains pays qui sont moins démocratiques ou dans lesquels on a un rapport à l'autorité publique qui est différent, ben, on a des gens qui ont beaucoup moins de capacité d'opposition. Et donc, bon, moi, je prends un exemple. Où est-ce qu'on a réussi à faire dans le monde des grandes aires protégées sans activité extractive? C'est plutôt dans des zones, c'est en Afrique, on en trouve beaucoup aujourd'hui, hein. C'est en Amérique du Nord et ça a été fait dans des temps où les gens n'avaient pas du tout les moyens de s'opposer. Donc le risque d'approche trop autoritaire, hein, c'est que finalement ceux qui subissent ces approches-là, c'est plutôt les gens qui ont un faible capital social et qui ne peuvent pas s'opposer aujourd'hui. Bon, il y a beaucoup de choses dans ce que j'ai dit là, mais voilà. Non, mais merci, ça éclaire bien. Océane, si tu es en ligne, est-ce que tu veux rebondir sur la réponse de Jean-Eudes? Oui, je veux bien. Ah Je me ouais, vas-y. demandais justement, comme tu parlais, Jean-Eudes, du fait que c'était plutôt la capacité de répartie des personnes qui pouvaient jouer. Mhm. Est-ce que c'est quelque chose qui change au cours du temps ou ça a plutôt tendance à être stable une fois que c'est implanté, le- la problématique d'acceptation reste la même? Ben ça, je pense que ça dépend beaucoup des pays et des contextes. Par exemple, en Colombie, nous, on a vu une communauté autochtone afrodescendante dans une aire marine protégée sur un archipel où elle était toute seule avant. Et puis, progressivement, le tourisme s'est développé et puis est arrivée une aire marine protégée. Bon, globalement, l'aire marine protégée, elle est gérée par la marine, donc les militaires colombiens. Bon, ils ont cette communauté autochtone, elle essaie de participer. Donc, ils utilisent le terme en espagnol qui est meterse en, ça veut dire vraiment ça, être dans la gestion de l'aire marine protégée, c'est ça qu'ils revendiquent. Mais globalement, voilà, ils sont dans une position très très faible. Et d'ailleurs, c'est là où c'est ambigu, c'est que c'est pas des gens qui s'opposent à la conservation. Parce qu'en même temps, ils vous disent, s'il n'y avait pas eu le parc, on serait plus là, parce qu'ils auraient été balayés par le tourisme, etc. Donc ils disent, le parc nous a permis de survivre là, mais nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir co-gérer, être dans la gestion. Mais ils ont très peu de pouvoir. Il y a des cas où, moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'effectivement, ta question est très pertinente. Je pense euh, il y a des cas où des aires marines protégées essaient de donner considèrent que face à une population faible, hein, il vaut mieux former ces groupes-là pour qu'ils deviennent des vrais interlocuteurs, plutôt qu'être dans une résistance passive, voire violente. Et ça, c'est assez intéressant. Je trouve que ça donne des résultats intéressants. Il y a des cas où, voilà, on essaie d'écraser les populations locales d'une façon radicale, hein, de les expulser ou de les faire partir d'une façon ou d'une autre. Et là, bon, voilà. Là-bas. Bah, c'est toutes mes journées. Ici. Oui, et puis simplement, voilà, je vous laisse terminer par l'exemple de Rapa Nui, où l'exemple de Rapa Nui, c'est un cas d'une population autochtone voilà, qui a pris elle-même les choses en main pour refuser quelque chose, mais construire autre chose. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et elle a été aidée pour ça par des ONG qui ont fait un travail de renforcement, d'empowerment, comme on dit, mais qui est intéressant. Merci Jean-Eudes. Il reste 3-4 minutes allez, pour une dernière question qui a été posée par Antoine Philippe, qui demande est-ce que l'Union européenne a un rôle dans la gestion des AMP pour les pays membres? Et puis, du coup, de façon connexe, à quel point cette gestion est-elle décentralisée?
Rôle des Ouais. régions, par exemple, des départements, des communes, enfin, comment ça se passe finalement? Je crois que l'Union européenne, alors elle a déjà un rôle dans des réseaux européens, tels que Natura 2000 en mer, où là, voilà, il y a un cadre européen, on va dire. On, po- on pose un cadre et puis chaque pays va composer avec ce cadre pour voilà, essayer d'en faire quelque chose, avec des choses assez hétérogènes quand même, hein. Alors, c'est assez marrant ça, parce qu'on voit qu'il y a un cadre commun. Chaque pays le décline à sa façon, et y compris en France, quand on avait travaillé sur Natura 2000, on s'était aperçu que la déclinaison entre les façades Méditerranée, Manche-Mer du Nord et Atlantique était elle-même différente. Donc voilà, on part d'un cadre commun, et puis après, ça se décline. Après, je pense quand même que au-delà du cadre, c'est quand même les pays qui sont très, très assez autonomes sur ce qu'ils font. Euh, bon, je pense que oui, j'avais une autre idée que j'ai oubliée, je crois, mais oui, oui, voilà, que j'ai retrouvée. En fait, la façon dont l'Union européenne intervient, c'est que et ça, c'est quand même intéressant, et parfois intéressant, parfois dommageable, c'est que l'Union européenne porte beaucoup de projets de financement. Et vous vous apercevez que souvent, bah, vous avez des aires marines protégées qui ont très peu de moyens, permanents et qui, pour avoir un minimum de moyens, vont aller chercher des projets, et notamment des projets européens. Donc le cas de Tyr, par exemple, au Liban, c'est ça, vous avez une AMP qui a une personne et qui va à chaque fois aller chercher des projets européens pour subsister. Le cas du parc marin en Grèce, c'est un peu pareil. Et le directeur du parc nous dit, bah, nous, voilà, on a quand même des moyens, mais pour vraiment assurer l'ensemble de nos fonctions, on doit faire du projet européen. Et de fait, on a un peu tout fait, c'est-à-dire qu'on a pris tous les concepts proposés par l'Europe, et puis on les a appliqués, qu'on les ait choisis ou non. Alors la distinction est intéressante, ça veut dire que quelque part, je trouve qu'il y a quand même un décalage entre les moyens propres des AMP, qui sont parfois dérisoires, et les moyens qu'on leur donne via des projets qui sont plus conséquents, mais qui sont en échange d'un modèle qu'elles ne choisissent pas toujours. Donc ça, c'est un petit peu problématique quand même. Ok. Bon, écoute, je pense que on est arrivé au bout du temps. Ouais, Euh, très bien. donc, je ne sais pas s'il y a peut-être encore une dernière question très urgente, mais Dominique, je te laisse la main pour conclure. Ouais. Oui, bah écoute, merci Étienne. La conclusion sera très très vite faite puisque c'est pour remercier toutes et tous pour votre présence, remercier Jean pour sa présentation, toi Étienne pour les commentaires. Donc les Cafés des Sciences va se mettre en pause estivale pendant les mois de juillet et août, mais ils seront très contents de vous retrouver toutes et tous le mardi 3 septembre à 13h15 pour une présentation toujours marine et c'est Étienne qui s'en chargera. Voilà. Bon été à toutes et à tous. Au Très revoir. bien, merci.